Bonjour à tous. Vous êtes donc dans l'atelier consacré au centre de santé. Nous sommes donc nous avons 4 intervenants sur ces questions d'accès aux soins. Avant même la pandémie, les problèmes de santé étaient revenus sur le haut de l'agenda politique avec la crise des Gilets jaunes, celle de l'hôpital et la pénurie de professionnels de santé. Dans ce contexte-là, il est vrai que les centres de santé trouvent un regain d'intérêt. Et nous allons voir ensemble les raisons de ce regain d'intérêt, les avantages et les limites de ce mode d'exercice des soins. Et nous avons pour ce faire 3 modalités différentes. Les centres de santé mutualistes avec Nicolas Souveton, qui est président d'Oxam, Sophie Milot, qui elle est directrice d'un centre de santé associatif à Belfort, le centre de santé Léon Blum, Alain Baupin, qui est le président de la SIC, la Société coopérative d'intérêt collectif de la rue Richerand à Paris, et Nadège, qui elle est une sociologue spécialiste des questions de santé, qui nous donnera son point de vue sur l'intérêt des centres de santé, leurs limites, etc. Donc, pour débuter, on va passer rapidement la parole à Nicolas Souveton, qui est donc le président d'Oxam. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à le faire. Et lorsqu'une question vous paraît particulièrement intéressante, vous avez la possibilité de la signaler. On dit maintenant en français liker, c'est pas un terme que j'aime beaucoup, mais en tout cas, vous pouvez la signaler pour qu'elle soit reprise parmi les questions qu'on pourra poser à nos différents intervenants. Nicolas, je vous passe la parole pour quelques minutes, puisque la consigne, c'est aussi de faire court, sachant que nous devons nous arrêter dans 1h15 au maximum. Merci beaucoup. Je vais donc me contraindre à faire court pour peut-être lancer la discussion. Alors, vous l'avez dit en introduction, c'est vrai que le contexte sanitaire dans lequel on est fait que les questions de santé sont revenues sur le devant de la scène politique, mais peut-être avec un angle mort quand même dans la question de la prise en charge de la Covid notamment et la mobilisation qu'il peut y avoir aujourd'hui sur la compréhension des leçons qu'on doit tirer de la crise, c'est que le premier recours, et donc notamment les centres de santé, ont été peu présents dans la discussion et on s'est beaucoup concentré sur les difficultés que rencontrait l'hôpital public à répondre aux besoins de santé des populations en période de pandémie, mais on a peu étudié la difficulté qu'avaient eu les pouvoirs publics à coordonner l'offre de premier recours pour permettre d'apporter à la fois une réponse à un premier niveau sur la question de la Covid, mais peut-être au-delà de ça, ne serait-ce que continuer à assurer les soins dans un contexte qui était compliqué. Et nous, on a pu l'observer dans nos établissements mutualistes, c'est que on a parfois été très seuls, même assez généralement très seuls, dans la mise en place de réponses pour assurer la continuité des soins pendant le premier confinement et depuis le déconfinement, assez seuls aussi pour essayer de reprendre contact avec les patients qui avaient été laissés un peu dans la nature et qui étaient sortis des parcours de soins. Je pense notamment aux patients qui étaient dans des parcours de maladies chroniques, etc. Mais peut-être que juste en préambule, ce qui peut-être peut interroger, c'est qu'est-ce que viennent faire des mutualistes sur les centres de santé. Alors, c'est pas nouveau, hein, parce que j'ai l'honneur de présider une structure qui a ouvert le premier établissement sanitaire en 1821, donc ça fait quand même quelques années que la mutualité est engagée sur ce sujet-là, mais notre engagement, il part d'un constat, c'est que la question de l'accès aux soins, elle repose principalement sur 2 éléments, la possibilité pour les patients de payer les soins, et le deuxième élément, c'est la possibilité pour les patients d'avoir une offre de soins disponible. Et donc, la mutualité, elle approche globalement cette problématique-là, à la fois en travaillant à la solvabilisation des dépenses à travers les complémentaires santé, mais aussi à la construction d'une offre de soins qui permet généralement dans des territoires où il n'y a pas d'offre de soins d'apporter une capacité à avoir des professionnels de santé en proximité. Ce qui nous amène à y compris intervenir sur ces 2 aspects-là. Parce que quand on parle des centres de santé, il y a 2 choses, à mon avis, qui font que c'est une des réponses à la crise de la médecine de premier recours que les pouvoirs publics s'avèrent incapables de résoudre depuis plusieurs années. Le premier élément, c'est le fait que ça répond, je pense, à une aspiration des professionnels de santé de travailler différemment, notamment sur la médecine générale et la médecine spécialisée, c'est-à-dire de sortir d'une espèce de médecine du 19e siècle qui est chacun dans son cabinet, seul toute la journée, sans plateau
plateau technique, sans confrères et sans paramédical à proximité, à un exercice qui soit l'exercice coordonné. Et je pense que la vraie bataille politique du moment, c'est le fait que cet exercice coordonné devienne la norme et qu'on sorte du mythe qu'entretiennent encore par ailleurs, je pense, aujourd'hui une minorité de médecins sur le fait que l'exercice libéral isolé serait à même de répondre aux besoins. Et le deuxième élément, et c'est un des aspects, je pense, les plus déterminants pour les centres de santé, peut-être à la différence des autres formes coordonnées, c'est le fait qu'on ait aussi une offre qui est accessible financièrement. Parce que on est dans certains territoires la seule offre qui respecte le secteur conventionnel secteur 1. On a par exemple un centre de santé, nous, à Nice. Nice n'est pas un désert médical, il y a des professionnels de santé, en voulez-vous, partout. La seule chose, c'est que vous pouvez y accéder si vous avez les moyens de le faire, parce que pour la plupart, ils sont en secteur 2, voire même hors convention médicale. Et donc, notamment sur la gynécologie, par exemple, à Nice, aujourd'hui, le centre de santé est la seule offre de gynécologie disponible en secteur 1 sur le territoire. Donc, il y a déjà cette question d'accessibilité économique où, structurellement, naturellement, les professionnels de santé des centres de santé pratiquent le secteur 1. La deuxième chose, c'est la question du tiers payant et du tiers payant généralisé pratiqué dans les centres. On a eu une tentative politique de faire en sorte que le tiers payant devienne la norme en médecine de ville. On a eu une levée de bouclier des libéraux, comme on en avait rarement eu, sur le fait qu'on est en train de soviétiser la médecine. Pour autant, le fait qu'on est dans cette absence d'avance de frais, c'est un vrai levier d'accès aux soins, parce que, y compris, on le sait, aujourd'hui, le frein économique, la simple capacité, notamment dans une crise sociale comme celle qu'on traverse, d'avancer les 25, les 30, les 35 € de la consultation peut être un vrai frein pour certaines populations. Et donc, on a, avec le centre de santé, un outil qui nous permet de lever cette contrainte-là. Et le deuxième élément, c'est que, et c'est peut-être la nouveauté qu'on observe aujourd'hui, c'est que face à l'incapacité de l'État à répondre aux besoins de santé des populations et au fait que les collectivités locales sont en première ligne, on est aujourd'hui, nous, de plus en plus sollicités par des collectivités locales qui voient la désertification de leur territoire avancer, qui voient l'incapacité des médecins à s'installer par l'opération du Saint-Esprit dans un territoire qui est peu attractif, et donc ils viennent chercher les mutualistes, et notamment Auxances en l'occurrence, puisque c'est la structure que je préside, pour essayer de construire avec eux des solutions qui répondent aux besoins du territoire. Et je pense que c'est peut-être aussi la bascule dans laquelle on est aujourd'hui, c'est-à-dire que pendant longtemps, on a attendu que les schémas produits par l'État résolvent les problématiques d'accès aux soins dans les territoires. On a eu les médecins praticiens de territoire, on a eu plein d'expérimentations qui ont toutes montré leurs limites. Et aujourd'hui, les collectivités locales sont en première ligne, donc elles viennent nous solliciter pour construire ensemble des solutions. Le paradoxe dans lequel on est, c'est que ces collectivités locales, elles n'ont pas la compétence santé. Donc ça veut dire que c'est aussi un choix politique qui est fait par ces collectivités de nous accompagner dans la construction de ces offres-là. Et c'est là où j'en viendrai peut-être à la conclusion du premier élément que je voulais donner, mais c'est que on est aujourd'hui dans une phase, en tout cas pour Auxances, où on est sorti d'une gestion des centres de santé qui était peut-être un peu patrimoniale, c'est-à-dire basée sur un ancien modèle de centre de santé qui avait été construit dans les années 50 et 60, qui reposait sur l'unité de l'offre mutualiste, puisque les mutuelles géraient à la fois des centres de santé et des complémentaires santé. Les évolutions réglementaires nous ont obligés à scinder ces deux activités, et ce qui a fait que la fragilité du modèle économique des centres de santé et le déficit qui était produit par les centres de santé ne pouvaient plus être automatiquement compensés par les complémentaires santé dans un flux financier permanent. Donc on a été obligé de réinventer un modèle qui nous permettait de faire en sorte qu'on ne soit pas en danger économiquement et qu'on ne soit pas dans l'obligation de fermer cette offre de soins-là. Donc ça n'a pas été simple, ça a pris plusieurs dizaines d'années, mais aujourd'hui on est dans une phase où non seulement on a stabilisé notre offre, mais qu'on est dans une phase d'augmentation de l'offre de centres, notamment polyvalents, puisque aujourd'hui, au cœur de notre projet stratégique, on a le développement d'une nouvelle offre et de nouveaux centres de santé, et on a aujourd'hui au moins 3 projets d'ouverture ex nihilo de centres de santé dans certains territoires, ce qui montre que c'est une vraie réponse. Mais sauf qu'on a été obligé de construire les partenariats différemment. Donc je le disais, les collectivités viennent nous voir et elles sont en capacité de nous accompagner, notamment sur la question des investissements, parce que pour nous, il y a 2 sujets majeurs qu'il faut qu'on arrive à traiter pour pouvoir ouvrir un centre de santé. Le premier, c'est l'accompagnement sur les investissements, notamment quand on met en place des plateaux techniques de qualité, quand on met en place du dentaire, quand on met en place même des spécialités qui nécessitent du matériel. Il y a un coût d'investissement qui est extrêmement important, et ces charges d'amortissement peuvent gréver le budget du centre et poser un problème économique sur le long terme. Donc on a besoin d'un accompagnement sur ces investissements. Aujourd'hui, sur ces questions-là, les ARS ne sont pas au rendez-vous. Les principaux partenaires qu'on a sur les investissements, ce sont des fonds de solidarité mutualistes et les collectivités locales. Mais aujourd'hui, c'est ce qui nous permet de développer l'offre.
Le deuxième élément, c'est la disponibilité des locaux. On ne peut pas, y compris dans les grands centres urbains, dans les grandes villes, installer des centres de santé avec un niveau de loyer qui soit complètement délirant et qui corresponde aux contraintes du marché, parce que de la même manière, sur un modèle économique fragile, ça vient mettre en danger la pérennité de l'offre. Donc on a besoin de construire des partenariats sur ces locaux-là, de manière à ce qu'on soit en capacité de s'installer quasiment dans des locaux, j'aurais tendance à dire, mis à disposition, mais je trouve que c'est parfaitement cohérent parce qu'on est là bien sur une mission de service public. C'est-à-dire que nous, on est un opérateur de droit privé, mais l'accès aux soins, la santé est un droit constitutionnel garanti, et aujourd'hui, on est là pour compenser une défaillance des pouvoirs publics et on apporte une solution qui permet de redonner de la dynamique au territoire. Sauf que la difficulté qu'on a sur ces éléments-là, c'est que ça nous laisse quand même dans un modèle de gestion qui reste fragile, même si des progrès ont été effectués ces dernières années, notamment à travers l'accord national sur les centres de santé, qui reconnaît un petit peu mieux la spécificité des centres de santé. Je pense qu'on n'est pas au bout de la réponse sur cette question-là, à la fois parce qu'on est toujours contraint par la rémunération à l'activité qui, je pense, n'est pas la bonne manière de rémunérer les professionnels de santé aujourd'hui, mais nous, on évolue dans un cadre réglementaire et légal qui nous est imposé, donc je pense qu'il faut transformer ce modèle-là, et en l'occurrence, ça reste une contrainte. Et la deuxième chose, c'est que on ne prend pas suffisamment en compte les besoins spécifiques de certaines populations dans certains territoires, qui nécessitent qu'on les accompagne plus spécifiquement, et donc qu'on puisse sortir justement de cette approche rémunération à l'activité pour pouvoir prendre le temps nécessaire ou aller chercher les populations là où elles sont. Parce que la toute dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, quand bien même nos établissements soient installés, par exemple, dans des quartiers prioritaires politiques de la ville ou en marge de ces quartiers-là pour accueillir des populations peut-être plus mixtes, la difficulté à laquelle on est confronté, c'est qu'il y a toujours une partie des populations qui ne rentrent pas dans des parcours de soins parce que elles ne se déplaceront de toute façon très difficilement dans un établissement, et donc on a besoin plutôt de déplacer l'expertise médicale et l'accompagnement là où elles sont, et donc de réfléchir différemment et peut-être de réfléchir nos centres de santé plus en projection que dans l'attente que les patients viennent les voir. Et sur ces éléments-là, on a aujourd'hui très peu d'espace de réflexion et d'accompagnement, et je pense qu'on a une vraie approche à avoir sur cette question-là pour, y compris, aller chercher des personnes qui sont aujourd'hui en dehors des parcours de soins, et je crains malheureusement que la crise sociale qu'on est en train de traverser va encore plus isoler certaines catégories de la population et rendre d'autant plus difficile l'accès aux soins sur certains territoires. Merci, c'était très clair, et vous avez posé une série de questions sur lesquelles il faudra que l'on revienne au cours de notre débat. Sophie, pour le centre de santé de Belfort, qui est un centre de santé qui a une certaine antériorité, va-t-on dire, pourrait-on dire en tout cas. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Merci de nous avoir invités à participer à ce débat. Donc effectivement, le centre de santé Léon Blum est porté par une association, Agir ensemble pour notre santé, qui est une association qui a été déclarée en 1980 et une ouverture du centre de santé en 1981. Donc effectivement, sa particularité, c'est d'être associatif et d'être né sous l'impulsion de médecins généralistes, mais aussi d'élus et de responsables d'associations familiales. Et c'est relativement important puisque dès le départ, dès 1980, les usagers, la population s'est approprié cet outil et a participé à la construction et ensuite à la gouvernance et à la gestion. Aujourd'hui, ils font encore partie du conseil d'administration de l'association et notre bureau est exclusivement composé de représentants d'usagers. C'est d'autant plus important qu'ils sont des garants des valeurs portées par l'association et par le centre de santé, valeurs qui reprennent ce qui vient d'être dit par Nicolas. Effectivement, les centres de santé ont pour mission un égal accès de tous à des soins de qualité, une non-discrimination et bien entendu une prise en charge globale. Alors, la particularité aussi du centre de santé de Belfort, c'est d'être un centre médical. Finalement, on est un petit centre de santé. Aujourd'hui, on a une équipe qui est composée de 8 médecins généralistes. Mais effectivement, je trouve qu'il porte bien son nom de centre de santé, puisque dès le départ, il ne s'est pas contenté d'exercer seul et de prodiguer des soins de médecine générale, mais il a développé des partenariats et a développé une offre de santé globale
Pour citer juste quelques exemples, il a eu durant plusieurs années un service de santé au travail dès 1984. En 1995, il a développé ce qui s'est appelé un point santé, qui était un véritable lieu de prévention en faveur de la population, mais en faveur des acteurs de santé. Donc là, l'idée était bien de travailler sur une offre globale et pluriprofessionnelle, déjà, même si lui reste un centre médical. Il s'est inscrit dans les premiers programmes d'éducation thérapeutique du patient développés en ambulatoire dès 2008. Dans la même lignée, il s'est inscrit dans le protocole ASALE, qui est un protocole de coopération et de délégation de tâches, entre les médecins généralistes et des infirmiers. Il a développé des consultations mère-bébé, de prise en charge des addictions, de prise en charge des pathologies chroniques de manière pluridisciplinaire. Il a participé aux expérimentations relatives aux nouveaux modes de rémunération qui préfiguraient, j'ai envie de dire, les missions des maisons de santé pluriprofessionnelles. Donc voilà, centre médical, mais effectivement toujours très axé offre de santé globale, en allant puiser dans les ressources du territoire. Il est effectivement implanté dans un quartier populaire de Belfort depuis 1981, qui est maintenant quartier politique de la ville, avec effectivement une partie de sa population qui est vulnérable, je veux dire, mais pas que. C'est aussi un vrai lieu de mixité sociale, et ça c'est très intéressant. Quand on regarde, nous, notre profil de patientèle, on a à peu près 50% de nos patients qui résident sur ce quartier politique de la ville et 50% qui provient soit des autres quartiers de la ville, soit plus largement du territoire. Alors pour le coup, le territoire de Belfort est un petit département, donc c'est assez facile de rayonner plus largement que la ville. Alors effectivement, aujourd'hui, l'enjeu, c'est de faire vivre notre projet de santé en respectant les valeurs fondatrices. Et c'est vraiment là où la participation des usagers, pour nous, est importante, puisqu'ils sont le garant du respect de ces valeurs. Et malgré tout en maintenant un équilibre économique qui est parfois délicat. Alors, ce centre de santé a connu effectivement 2 grosses crises financières, une première en 2005, une deuxième en 2015. On en sort gentiment. Ça n'est pas simple. Effectivement, on a des mesures qui ont permis au centre de santé une certaine reconnaissance. On pourrait remettre en question le financement à l'acte, qui n'est pas forcément le plus pertinent, notamment vis-à-vis des populations qu'on accueille et qui ont besoin de prise en charge un petit peu particulière. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai envie de dire, financièrement, économiquement, il a trouvé un modèle qui, pour l'instant, convient. Il s'est un petit peu recentré sur lui-même, mais malgré tout, on reste dynamique. Et effectivement, s'il faut faire le lien avec la situation actuelle, en tout cas, il a su montrer que il était très agile et en capacité de s'adapter très rapidement à la situation, avec toujours cette préoccupation effectivement de prendre en charge les patients Covid, mais également de faire en sorte que tous les autres patients, et notamment ceux qui sont atteints de pathologies chroniques, continuent de bénéficier de soins. Et donc, en tout cas, nous, le premier enseignement qu'on tire de cette crise, c'est de dire qu'on est une structure qui est en capacité de s'adapter très, très vite. Merci. Alain, qui a une expérience à la fois très ancienne dans les centres de santé et très récente dans une forme très innovante de centre, que tu nous présentes rapidement le centre Richerand. Ah, on t'entend plus, ton micro. Il ne m'en élit pas sur les lèvres. Alors, donc, avec le micro, c'est mieux. Oui, expérience ancienne, et c'est très bien comme ça, il en faut. Et qui m'a permis de constater qu'entre le début de ma carrière comme médecin généraliste et promoteur des centres de santé déjà, en 1984, et aujourd'hui, le monde a changé.
dans les années 80, à l'époque où est né Belfort, à l'époque où les mutuelles de Provence avaient ce modèle des centres de santé de la région de Marseille, là, qui faisait rêver les jeunes, dont j'étais à l'époque, avec Jean-François Ray et Louis Calisti. Entre cette époque-là et l'époque actuelle, les centres de santé, les pratiques en équipe sont devenus mainstream. Ce qui était à l'époque un modèle disruptif est aujourd'hui le standard, et on voit fleurir un peu partout des centres de santé, ça ne vous a pas échappé, des centres dentaires au coin de la rue partout. Donc voilà. Et on entend des annonces à France Inter. Encore hier, j'entendais que le département recrutait des médecins, venait vivre dans notre région. Donc on est dans un modèle qui est aujourd'hui reconnu comme voilà, c'est le standard, on veut travailler en équipe. Et puis, pour des jeunes médecins ou des jeunes professionnels. Donc, voilà, ce qu'on disait était vrai. Donc, on pourrait considérer qu'on est arrivé, sauf qu'aujourd'hui, les besoins ont changé. Et je vais vous dire deux mots de l'expérience du centre de santé Richeron. Donc, c'est un centre de santé traditionnel, pluriprofessionnel, pardon, excusez-moi pour le jargon, qui est dans Paris, qui est donc pas dans un quartier privilégié, et qui a une cinquantaine de professionnels, et qui a été géré par les activités sociales EDF-GDF, la CCAS, et qui souhaitaient s'en dessaisir parce qu'ils considéraient que c'était plus leur cœur de métier, et chercher un repreneur. Se sont tournés du côté d'une mutuelle où donc ça n'a pas fonctionné. Et j'ai essayé de réfléchir, puisque je suis engagé dans les responsabilités professionnelles dans les centres de santé, vous l'avez compris, de longue date, et essayer de réfléchir à un modèle qui pouvait être innovant pour ce centre de santé, pour éviter qu'il y ait une ferme, puisqu'on sait que un centre de santé qui est structurellement déficitaire et qui n'est pas adossé à soit une collectivité territoriale, soit une mutuelle qui trouverait des solutions pour... voilà, ça ne marche pas. Donc, sauf à vivre d'expédients, et on voit des centres de santé commerciaux, mais c'est un autre monde. On pourrait en dire deux mots s'il y avait des questions. Et donc, l'idée que j'ai proposée donc, aux gestionnaires historiques donc en 2015, c'était de trouver une forme coopérative. À l'époque, j'ignorais tout des formes coopératives, mais je connaissais dans le monde de la santé. Je connais le monde de la santé, je ne connais pas le monde de la coopération. Les groupements de coopération sanitaire, on avait monté un groupement de laboratoire qui fonctionnait, donc je me disais, on va tester l'idée. Et on a travaillé sur le modèle SIC. Pourquoi? Parce que d'un point de vue théorique, il nous semblait intéressant, puisqu'il permettait d'associer à la gouvernance, par définition, les usagers, les bénéficiaires, et puis les salariés, donc les professionnels, qui est probablement le grand enjeu qui est devant nous pour les centres de santé, comment monter une gouvernance. Donc, alors, je vous passe tous les... C'est vraiment une démarche projet. La cible était de monter une coopérative qui aille dans cette direction-là, et il y avait plein d'étapes à franchir. Il a même fallu changer la loi puisqu'on avait un vecteur législatif avec le gouvernement qui était habilité à légiférer par ordonnance. C'était comme ça, c'est bien tombé. Puis je faisais partie des groupes de travail. Et donc, on a pu faire pousser l'idée d'autoriser les SIC, ça ne l'était pas, à gérer des centres de santé, alors sous condition qu'elles soient à but non lucratif. Ça, c'est essentiel. En tout cas à nos yeux, et ça a été reconnu par le ministère de la Santé. Donc les centres de santé, aujourd'hui, on peut les gérer en cycle depuis 2018. Et pour Richeron, donc on a constitué la coopérative en novembre 2018 et repris en gestion en 2019. Donc c'est tout frais. Alors aujourd'hui, on a un laboratoire et on teste différentes hypothèses par rapport au modèle actuel pour essayer de voir comment on pourrait avancer. Donc la gouvernance, j'en dirai un mot tout à l'heure. Et puis l'autre hypothèse, c'est que on est aujourd'hui, Nicolas Souffeton l'a dit, on est aujourd'hui dans un modèle qui fonctionne à l'envers, c'est-à-dire que les centres de santé sont invités
à produire de la qualité, en tout cas on attend ça, et sont payés à l'acte, qui est structurellement, il y a plein d'études là-dessus, qui dit, ben voilà, si on veut vivre bien, il faut faire beaucoup d'actes. Si on fait beaucoup d'actes, on ne produit pas forcément de la qualité, je dirais même au contraire. Alors bon, on peut discuter, mais donc il faut sortir de ce modèle-là. En tout cas, il y a consensus aujourd'hui. Et donc pour Richerand, et donc avec l'Institut Jean-François Rey, qui est notre structure d'innovation des centres de santé, que je préside également chez Cet Honneur, donc on a participé à une expérimentation nationale qui s'appelle PEPS. Alors vous pouvez trouver ça sur le site du ministère ou sur le site de l'IJFR, ijfr.fr. Et donc on remplace, on commence au 1er janvier prochain, on remplace le paiement à l'acte pour les médecins généralistes et infirmières, alors pas seulement, par un forfait annuel. Donc on pourrait en parler, ça démarre au 1er janvier, donc on verra, mais ça va nous inviter à être dans un suivi qui est beaucoup plus sur le long terme que sur l'immédiateté, et dont on espère qu'il y aura un modèle économique, puisqu'aujourd'hui les centres de santé sont régis par une convention, l'accord national, qui est le décalque des 9 conventions libérales du XXe siècle. Donc aujourd'hui, le cadre dans lequel évoluent les centres de santé, c'est un modèle du XXe siècle, et on est passé au XXIe, ça ne vous a pas échappé. Donc il faut adapter la structure. Alors pour ne pas être trop long, donc un mot de la gouvernance. Pourquoi on regarde avec attention le modèle SIC? À cause de cette obligation qui est pour nous, qui nous oblige à bouger, de cette obligation d'avoir les usagers et les professionnels à la gouvernance. Alors, dans notre cas particulier à Richerand, comme il y avait un gestionnaire historique et c'était un transfert de gestion, donc c'est le collège des fondateurs qui a 50% des parts, qui est occupé par le gestionnaire historique, et salariés et professionnels ont chacun un collège avec 10%, et on a par ailleurs un collège pour des opérateurs, puisqu'on a des collègues des centres de santé s'occupant de victimologie ou de soutien aux migrants qui nous rejoignent sur le site de Richerand. Donc ça crée une dynamique et ça complète l'offre, qui sont dans le collège des partenaires. Et on a également un autre collège pour les partenaires qui sont les hôpitaux. J'avais beaucoup cru à la possibilité de faire des partenariats avec les hôpitaux. J'ai été très, très déçu, ça fait longtemps que j'y crois, ça fait longtemps que j'agis dans ce sens, très déçu de constater, c'est la PHP en l'espèce pour nous. Alors ils ont pris une part à 50 €, j'ai la Fondation Rothschild qui a pris une part à 50 €, mais en gros, ils ont plus saisi un effet d'aubaine et voir ce qu'ils pouvaient nous prendre, ou quelle clientèle ils pouvaient venir chercher chez nous, plutôt que de se lancer dans des logiques coopératives. Donc c'est un sujet sur l'hôpital en général qu'on pourrait ouvrir, c'est pas mon sujet du jour, mais aujourd'hui ça marche pas très bien. La seule perspective qui marche bien avec les hôpitaux n'est pas du domaine de la coopération. J'ai réussi à obtenir 2 postes de médecins généralistes partagés qui sont à mi-temps à Richerand et à mi-temps à la Riboisière, en l'espèce, qui est avec l'hôpital d'à côté. Et ça fonctionne super bien. On pourrait en parler s'il y avait des questions. On n'est pas tout à fait dans le sujet, mais on est sur le fait que la coopération avec l'hôpital, ça ne peut pas se faire dans les conditions dictées par l'hôpital, quand bien même les gens qui seraient à leur direction seraient des gens très gentils, ce qui était le cas en l'espèce. Et donc, j'en termine avec la question de la gouvernance. J'ai dit qu'il y avait 2 collèges, l'un pour les salariés et l'un pour les usagers. Alors, vous avez compris qu'on est tout jeune, enfin, on est tout jeune, pas moi, mais l'équipe, moi je suis le président, c'est pas moi qui suis au front. Et donc, il nous reste pas mal de choses à faire. On a des réunions d'équipe, on a une gouvernance classique, une assemblée générale, un comité exécutif, un président, le porteur de projet historique, c'est moi. Et puis, il y a une direction, une directrice médicale, une directrice administrative qui travaille en binôme, c'est dans les statuts. Et on a aujourd'hui des instances de travail. On a aujourd'hui la gouvernance professionnelle à établir. Aujourd'hui, c'est un chantier qui est devant nous, parce qu'on ne peut pas les mener tous, mais clairement, j'espère que ça va donner plein de résultats, mais je ne peux pas en préjuger. Et du côté de la gouvernance des usagers, donc, on a un modèle qui est
On a une association d'usagers qui est active, mais qui est un peu sur et qui nous a beaucoup appuyé, qui nous appuie toujours beaucoup, bien sûr, hein, mais qui est sur un modèle qui est très, moi je dirais, 20e siècle. Un modèle, c'est sur le collectif, et aujourd'hui, on est face à, on le voit bien, d'une attente des usagers qui est plus individualiste. Et on se demande comment, voilà, comment on va avancer. Quand je dis on, c'est collectivement usagers et professionnels. Comment faire pour que ça, voilà, il se passe quelque chose autrement que les discours habituels de tout va bien, on est les usagers au cœur. Enfin, vous connaissez la chanson. Et donc, pour rester sur cette même chanson, je dirais que l'enjeu, et là, c'est pas du tout au niveau c'est pas du tout formel, c'est de passer d'un centre de santé finalement qui était centré sur le centre de santé, comme l'hôpital peut être centré sur l'hôpital, où les médecins sont centrés sur les médecins, les infirmières sur les infirmières, ou centrés sur les maladies, à quelque chose qui soit vraiment centré sur les individus, les humains, d'une médecine qui devienne humaine. C'est valable pour tout le monde, hein, dans notre monde. Comment avancer dans cette direction-là? Donc c'est la question qui est devant nous. Je la lance. Merci. Tu coupes le micro, s'il te plaît. Voilà. Donc, peut-être, Nadège, nous dire quelques mots à la fois sur tes travaux et sur de premières réactions ou présentations qui viennent d'être faites des 3 initiatives mutualistes, associatives et coopératives. Oui, bonjour à tous. Alors, moi, je parle d'un autre point de vue. Je suis sociologue du travail. J'ai jusque-là travaillé beaucoup sur les maisons de santé pluriprofessionnelles. J'avais écrit un livre qui s'appelle « Vers une médecine collaborative » et dans ce texte, les problématiques que je tirais sont finalement assez proches de ce que vous décrivez dans des centres de santé, hormis la question du statut, la question de la pluriprofessionnalité dont il a été question beaucoup et très importante. Moi, j'aimerais juste, en tant que sociologue du travail, essayer de distinguer 2 choses. Je pense que c'est vraiment important de ne pas confondre la pluriprofessionnalité, le fait de passer d'une activité individuelle à collective avec l'interprofessionnalité. Il n'y a pas seulement une nuance de terminologie parce que je crois que derrière le terme que les professionnels ont de pluriprofessionnalité, en fait, c'est pas tant de pluriprofessionnalité que vous parlez que d'interprofessionnalité, la dimension coordonnée, qui n'est pas exactement la même chose d'être dans du collectif. Du collectif, on va être ensemble, donc ce qui est très utile. Et finalement, et ça a été dit, c'est devenu un standard, le pluriprofessionnel. On est ensemble, on fait des cabinets de groupe, ce qui n'est pas exactement la même chose que l'interprofessionnel, le fait d'aller sur des parcours. C'est pas la même logique du tout, en fait, d'aller sur je continue cet exemple-là, du pluriprofessionnel pour partager une secrétaire, partager une femme de ménage, des frais de structure, qui en fait sont très utiles dans le modèle économique, hein, j'y reviendrai, mais c'est pas du tout la même en termes de projet à l'initiative, c'est pas du tout la même logique que quand on est dans le passage d'une activité qui va être isolée à coordonnée. Là, on va être sur de la construction de parcours de soins. Ça va être vraiment le passage à une logique d'équipe. Et ça, c'est extrêmement intéressant de passer non pas d'un groupe, mais à une équipe soignante. Ça me semblait assez intéressant à mentionner. Qu'est-ce qui est intéressant dans l'interprofessionnalité, dans la dimension coordonnée de vos expériences? Ce qui me semble extrêmement fort, ce sont ces différents points. Le projet de santé, un engagement collectif autour d'actions de santé publique qui sont extrêmement importante, l'appartenance à ce collectif, donc une association, une mutuelle. Finalement, est-ce que le statut est important? On pourra en discuter, je ne sais pas. Si c'est vraiment si important, je pense que le projet et les actions qui vont être choisies d'être menées pour une population, des actions qui vont être plus ou moins spécifiques, et d'ailleurs, ça pourrait être, j'en profite pour poser une question aussi aux intervenants, comment vous priorisez vos actions? Comment vous choisissez d'aller sur telle ou telle problématique? Ça m'intéresserait dans l'échange. Il y a la dimension d'horizontalisation des relations. Dans mes travaux, ce que je vois, c'est que la plupart, malgré les différences de métier, il y a une importance un terme générique revient, j'ai plus affaire à une infirmière, à un kiné, à un médecin généraliste, j'ai affaire à des soignants. Le terme de soignant, le terme de professionnel de santé, qui est vraiment beaucoup utilisé, sert, enfin moi je l'analyse comme ça en tout cas,
à inclure. C'est une façon très inclusive dans le travail, justement, de créer le groupe, de créer un groupe où on va tendance, on sait bien que quand même, il y a toujours une hiérarchie du médecin sur les paramédicaux, mais dans ces équipes-là, il y a un travail qui est fait, au moins un travail discursif sur le fait de réduire l'écart entre ces différents métiers et de créer des temps coordonnés pour échanger. Alors ça, c'est une autre logique. Je vais faire encore 2 points si c'est possible, très rapide. Il y a la question de l'aspiration. Qu'est-ce qu'on va chercher dans ce type de structure? Ce que j'ai vu, c'est que la structure collective, elle présente un soutien, le collectif comme soutien, avoir des gens avec qui échanger, ça c'est extrêmement pertinent. Se croiser le matin, ne pas être seul avec finalement parfois des problèmes très lourds. La santé, c'est lourd à gérer quand vous annoncez à quelqu'un qu'il a un cancer en phase terminale, qu'il va décéder, quand vous avez une problématique d'enfant battu, c'est parfois extrêmement lourd. Et finalement, que ces professionnels de santé puissent échanger avec d'autres, non pas tant sur le contenu, sur le fond, mais sur aussi juste avoir un collègue avec qui parler, c'est extrêmement important. Il y a la dimension de conciliation entre vie privée et vie professionnelle, pouvoir prendre des congés sans culpabiliser, abandonner sa patientèle, pouvoir réussir à organiser ses départs, son absence parfois pour avoir éventuellement pouvoir s'occuper d'enfants quand on est une femme ou un homme. Aujourd'hui, du coup, on peut essayer d'investir un temps parental. Ça permet de sécuriser ou en tout cas de diversifier sa carrière, puisque ce type de structure permet de s'investir sur du soin, si vous aimez le soin, mais pas seulement. Vous pouvez investir des actions de santé publique plus associatives auprès des écoles, auprès de différentes… Vous pouvez investir du temps syndical, du temps de recherche. Vous pouvez investir du temps parental aussi pour vous, être moins présent. C'est extrêmement intéressant de ce point de vue-là. Si je peux faire un dernier point, j'aimerais revenir sur le… Et après, on pourra pointer d'autres problèmes, les contraintes, par exemple, de ce type de structure. Mais j'aimerais revenir, pour terminer, sur le paradoxe qu'a pointé Alain Beaupin sur la qualité des soins d'un côté et la quantité des actes à produire de l'autre. Ben, c'est quelque chose qui me semble, et je ferai un parallèle avec les injonctions contradictoires qui sont propres au service public. Avant de m'intéresser aux maisons de santé, je travaillais sur la Poste et finalement, ce que décrit Alain, c'est très proche de ces injonctions contradictoires. D'un côté, il y a un temps long à passer avec le patient, donc plus on passe de temps, si on n'est pas réduit à faire des consultations de 15 minutes, finalement on perd du temps. En même temps, ça signifie quoi la qualité des soins? Pour avoir des soins de qualité, ne pas sous-payer les professionnels de santé, ce n'est pas la bonne solution, puisqu'après on entre dans une logique de chiffres. Et la logique, le problème, c'est que les chiffres ne produisent que des chiffres. Et pour traiter des problèmes d'ordre sociaux, je trouve que raisonner en termes juste de coûts et de chiffres, on perd un petit peu la dimension sociale, le lien social qui est derrière. Et finalement, ça pose de nouvelles questions. Comment réussir à rémunérer ça a été évoqué par Nicolas et Sophie, des actions de prévention? Quand on mène des actions de prévention de santé publique, eh bien, de fait, ce n'est pas rentable. Ça ne permet pas… on parlait hier dans un atelier que j'ai suivi sur la lucrativité de l'ESS. Eh bien, ça m'évoque un petit peu cela aussi. Et finalement, ça soulève en tout cas, je terminerai là-dessus, la question des charges non couvertes. Comment gérer les charges qui vont ne pas être couvertes par ces structures, mais qui va du coup poser des problèmes. Ça va rendre nécessaire des subventions ou alors des soutiens politiques, ce qui amène à poser la question à la fois d'un modèle organisationnel à trouver, comment des professionnels peuvent travailler vraiment ensemble, et à la fois ça soulève des enjeux de pérennité et de dépendance ou d'indépendance aux volontés politiques locales et nationales qui sont à penser. Je m'arrête. Merci beaucoup, Nadège. Du coup, en lisant les questions, je me dis qu'on aura peut-être intérêt à traiter cette question justement de la façon dont cette contradiction ou ce paradoxe est réglé dans chacune de vos structures, que vous nous disiez comment vous avez vous-même réussi à la gérer. Alors peut-être avec des expédients ou des mesures qui ne sont pas pérennes, comme le souligne Nadège, mais peut-être avez-vous trouvé des modes de réponse qui soient durables et qui justement fidélisent aussi vos professionnels et permettent de développer tous les aspects positifs que soulignait Nadège. Alors je ne sais pas lequel de vous trois veut répondre le premier. Nicolas, qu'on n'a pas entendu depuis quelque temps.
Je trouve que l'approche de l'injonction contradictoire elle est extrêmement intéressante parce qu'on est vraiment dans ce domaine-là. Mais j'aurais tendance à dire c'est pas un sujet qui touche que les centres de santé parce que par ailleurs nous on gère des établissements du médico-social, on gère par exemple des EHPAD. On est dans cette injonction contradictoire, c'est-à-dire qu'on a d'un côté des impératifs de santé publique et on sait que le mode de rémunération à l'activité qui pousse à faire le plus d'actes possible peut être aussi un élément qui va dégrader la qualité des soins. Après, je serais quand même peut-être un peu plus prudent qu'Alain, mais je ne vais pas dire que nos 2000 professionnels de santé dans nos établissements font de mauvais soins, qui prennent mal en charge les patients et qui ne sont pas investis. Après, ils gèrent, mais je pense comme les libéraux, la difficulté dans laquelle ils sont de devoir produire de l'acte, mais en même temps de devoir accompagner correctement les personnes. Et ce qui nous pose, nous, le plus de difficultés, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que quand on prend des gens qui ont des besoins de santé plutôt, on va dire, classiques, qui viennent parce qu'ils ont un rhume, parce qu'ils ont une gastroentérite, parce qu'ils ont une angine, qui nécessite une consultation qui est relativement rapide, qui n'ont pas de problématiques sociales, qui n'ont pas de problématiques psychologiques, qui sont dans l'emploi. Bon, la consultation peut aller relativement vite parce qu'il n'y a pas de problématique particulière. La question qui se pose, c'est la question de toutes les personnes qui ont plus de problèmes, qui viennent voir le professionnel de santé parce qu'elles ont un besoin d'écoute et qui, dans ce cas-là, posent un problème dans le cadre de la rémunération à l'activité. Alors, nous, aujourd'hui, on n'a pas trouvé la solution miracle, y compris, Alain évoquait les centres de santé de Marseille créés par Louis Calisti. Il s'avère que Auxances Mutuelle de France a été le repreneur des centres du Grand Conseil de la Mutualité, structure qui a toujours d'ailleurs un intérêt social majeur, puisqu'on est la seule offre de soins disponible dans les quartiers nord de Marseille. On est la deuxième offre de soins sur la ville de Marseille après l'hospitalisation publique, mais pour autant qui avait, dans son histoire, généré 40 millions d'euros de dettes qu'il n'était plus en capacité de gérer. Et donc, la contradiction, elle est aussi que si on ne fait pas attention à cette question de modèle économique et qu'on la gère un peu par-dessus la jambe, le risque, c'est la disparition complète de l'offre de soins qui est disponible. Donc, il faut qu'on gère cette contradiction-là. Donc, nous, pour l'instant, nos professionnels de santé en centre de santé sont rémunérés à l'activité parce que c'est le mode de rémunération qui existe. Mais après, on essaye, avec notamment les collectivités locales et les ARS, de s'inscrire dans des programmes transversaux qui permettent d'obtenir des financements pérennes sur des actions de prévention, la prise en charge de publics spécifiques. Mais vous le disiez, Nadège, la question, c'est la pérennité de ces offres-là et de ces accompagnements-là. Parce que quand on est sur des actions one-shot, alors déjà, il y a un premier problème, c'est qu'on passe généralement plus de temps à construire le dossier de subvention et entre guillemets, la masse salariale mobilisée sur la construction du centre de la subvention dépasse ce que ça nous rapporte en termes d'action. Et la deuxième chose, c'est qu'on est face à des publics qui ont des besoins pérenne. Donc, ça sert à rien de construire une action sur un an pour dire c'est super, notamment sur la question des migrants à Marseille. On a vachement bien pris en charge les migrants qui sont arrivés dans ce bateau. Par contre, ceux qui arriveront dans le prochain bateau, ils vont se démerder parce qu'on n'a pas de solution à leur apporter. Donc, la question de la pérennité, elle est importante. Donc, ça veut dire qu'il faut que ce soit dans le cadre conventionnel, c'est-à-dire au-delà des critiques qu'on peut avoir sur l'accord national, il faut qu'on puisse avoir des modes de rémunération qui soient des modes de rémunération qui soient le droit commun et qu'on ne soit pas obligé de bidouiller à droite et à gauche pour pouvoir construire des réponses spécifique. Le dernier point, peut-être, c'est qu'il y a aussi un vrai travail à faire sur la délégation de tâches, parce que vous le disiez, aujourd'hui, on a des besoins de soignants. Très sincèrement, je ne pense pas qu'un médecin généraliste fait 10 ans d'études pour prendre la tension artérielle. C'est-à-dire qu'on a aussi quelque chose à construire sur les équipes de soignants qu'on a dans nos centres, c'est-à-dire s'appuyer sur les assistants médicaux qui sont en train de rentrer dans les établissements, les infirmières qui y travaillent déjà, éventuellement des infirmières de pratique avancée et les professionnels, pour qu'on soit justement dans cette prise en charge collective et qu'on fasse en sorte que chacun des acteurs rémunérés à sa juste valeur, parce que c'est bien de dire qu'on va faire des IPA, mais si on les rémunère pas correctement, ça ne sert à rien de dire qu'on va en faire, parce que dans ce cas-là, c'est y compris de la maltraitance vis-à-vis de ces personnels-là, et qu'on puisse rentrer dans une prise en charge globale. Mais ça veut dire qu'il faut aussi lutter contre le corporatisme médical, parce que j'adore les professionnels de santé, on est très contents quand ils viennent travailler chez nous, mais ils ont quand même une forme de corporatisme dans leur pratique, qui est que dès qu'on parle délégation de tâches, dès qu'on parle transfert de compétences sur les infirmières, dès qu'on parle travail en équipe, vous le disiez, ils ont parfois encore un peu le sentiment d'avoir des secrétaires face à eux et pas forcément des partenaires. Donc, il y a aussi un vrai travail à faire sur l'approche de la profession médicale. J'ai quand même beaucoup d'espoir parce que ça change beaucoup entre les nouveaux professionnels de santé, les jeunes professionnels de santé et les plus anciens, donc en espérant que ça soit une tendance pérenne. Alain, tu voulais prendre la parole? Oui, c'est sur la question, les professionnels, si, etc. Oui, chaque profession a ses caractéristiques, ses qualités, ses forces et faiblesses. Je n'ai pas le même ressenti que Nicolas.
l'équipe, alors moi je suis le président, hein, donc c'est comme toi, donc ils travaillent et puis ils me racontent ce qu'ils font ou pas. Enfin, ce que je constate, c'est que c'est l'équipe qui s'est organisée. Alors ils ont toute l'attitude, c'est un mode de fonctionnement qui envoie un autre, mais celui-là me paraît pas mal. Ils ont toute l'attitude pour s'organiser comme ils l'entendent, et d'autant plus qu'on rentre dans une expérimentation au paiement au forfait, donc ça laisse encore plus de liberté. Mais moi je pars de l'hypothèse que les gens ont plutôt envie de bien faire que de mal faire, c'est comme ça, y compris les médecins, et puis je ne pense pas que beaucoup nous contrediront. Et donc là, je constate que c'est eux-mêmes qui ont dit, ben voilà, les fameuses assistantes médicales que l'assurance maladie voilà, autorise, ben voilà, c'est elles qui m'ont dit, on s'en saisit, elle est rentrée. Donc c'est eux-mêmes qui s'organisent sur les délégations de tâches avec l'infirmière, si on les laisse faire. Mais évidemment, si on leur impose dans des conditions qui peuvent être perçues comme des injonctions ou imposées d'en haut, ça marche plus. Ça marche plus. C'est un mode de fonctionnement que ça a eu payé peut-être, mais aujourd'hui, non. Sophie? Oui, mais je rejoins effectivement cette problématique de l'interprofessionnalité qui a été soulevée par Nadège et que Alain souligne là. Effectivement, les équipes, en tout cas des centres de santé, j'ai envie de dire, ont envie de travailler en interprofessionnalité. Alors que ce soit l'équipe salariée du centre de santé ou en s'associant des partenariats et des professionnels de santé extérieurs. Donc, je crois que c'est ça qui est intéressant. Par contre, effectivement, ce qu'on peut peut-être regretter aujourd'hui avec les assistants médicaux ou avec les infirmières de pratique avancée, au-delà de l'intérêt que ça a pour les prises en charge globales, c'est qu'effectivement, les modes de financement qui y sont associés sont toujours calculés au nombre de patients qui vont être vus dans l'année ou à une augmentation de la patientèle médecin traitant et une aide du coup dégressive. Et forcément, ça remet en question le modèle économique et le fait de pouvoir développer des prises en charge innovantes, mais qui répondent vraiment aux besoins de certaines populations, avec toujours cette idée de se dire, au début, on va réussir parce que les aides financières sont là, mais effectivement, à un moment, on ne parviendra plus à ouvrir ces services au plus grand nombre et notamment à ceux qui en ont le plus besoin et qui sont souvent aussi ceux qui ont les ressources financières les plus faibles. Bien. C'est une vaste question dont on n'a pas forcément tous les éléments de réponse, mais ça nous amène peut-être à réfléchir justement et ça rejoint un certain nombre de questions qui ont été posées, c'est la place des centres de santé dans les politiques locales de santé, le lien avec le médico-social ou comme Nicolas pouvait le dire, avec des publics spécifiques. Alain a évoqué les difficultés de travail avec les hôpitaux, donc comment s'inscrivent vos différents centres dans ces dynamiques territoriales? Alors, Sophie a manifestement une expérience très avancée en la matière, mais je trouve qu'il y a là une réflexion si on est sur cette hypothèse que les politiques de santé vont se décentraliser, néanmoins, quoi qu'il arrive, on peut le souhaiter à la suite à la fois de la pandémie, mais déjà des premières réflexions qui avaient été menées dans le cadre de Ma Santé 2022. Donc, comment s'inscrivent vos différents centres dans les politiques locales de santé? Vous n'avez pas parlé des ARS, qui doivent valider votre projet de santé, mais je ne sais pas si derrière il y a des évaluations, comment se font également les relations avec les ARS qui normalement ont quand même un rôle de régulation sur le territoire. Alors, moi, je veux bien témoigner d'expérience de Belfort, mais c'est probablement lié aussi à notre contexte. Nous, on est un tout petit territoire, finalement, à l'échelle de la France. On a plutôt de très bonnes relations avec l'Agence régionale de santé qui très régulièrement nous sollicite pour soit développer des projets, soit prendre notre avis. Donc voilà, on fait partie de plusieurs commissions.
ça se passe très bien. Ils sont venus à notre secours aussi financièrement quand on était en difficulté. Alors c'est l'ARS, mais pour nous ça a été aussi Franche-Comté Active, ça a été aussi le DLA. On bénéficie encore aujourd'hui de soutien de la ville et du conseil départemental. Donc, je crois que le centre de santé de Belfort est reconnu depuis toujours comme un acteur de soins primaires majeur, j'ai envie de dire, sur la ville. On a aussi cette particularité, nous, d'être implanté dans un bâtiment qui appartient à la ville, avec des paramédicaux libéraux. Et puis, depuis quelques mois, quelques années, on a des médecins spécialistes libéraux qui nous ont rejoints. Donc là, on est plutôt dans le cadre de la pluriprofessionnalité, même si effectivement, l'idée au départ était vraiment de travailler en interprofessionnalité. Là, on n'a pas encore franchi le cap. J'ai envie de dire, nous, on a plutôt de bonnes relations avec les acteurs. Maintenant, effectivement, c'est toujours très compliqué de travailler avec les autres, de travailler avec l'hôpital. On avait initié en 2018 une réflexion autour d'une communauté territoriale de santé. Nous, on souhaitait le faire à l'échelle de notre quartier parce que pour nous, ça avait vraiment du sens. Alors, quartier qui regroupe à peu près 10 000 habitants. Finalement, l'ARS nous a dit que ce territoire n'était pas suffisamment important et le développement de cette CPTS maintenant est reprise par un autre promoteur sur un bassin beaucoup plus vaste. Donc, nous y participons, bien entendu, en qualité d'acteur de santé, mais on n'en est plus le promoteur. Nicolas, si... Alors, sur la participation au projet de santé des territoires, c'est vrai qu'aujourd'hui, alors on a deux cas de figure différents. Il y a les centres qui sont là historiquement depuis des années, et puis il y a les nouveaux qu'on construit. Sur ceux qui sont là historiquement, j'aurais tendance à dire qu'on est parfois confronté au fait que justement on n'a pas de politique de santé du territoire. Si je prends par exemple ce qui existe sur la ville de Marseille, tout le monde sait que l'offre de soins mutualistes, en l'occurrence des centres de santé, est indispensable à l'accès aux soins des populations. Pour le coup, c'est nous qui nous débrouillons tout seuls pour savoir quelle est la politique de santé qu'on veut mener sur le territoire, parce que la collectivité locale, municipale notamment, on est là, on fait partie du paysage, ça les intéresse pas. Alors bon, il y a eu un changement de majorité à Marseille, donc bizarrement, on a un petit peu plus de contact en ce moment avec la mairie, notamment pour justement essayer de faire en sorte que l'offre de soins s'intègre au-delà de la question de la réponse aux besoins de santé, dans un écosystème local qui va y compris faire communiquer le social, le médical et le médico-social. Parce que ce travail de coordination-là, quand on le mène depuis le centre de santé, il est extrêmement compliqué, parce que déjà, il y a une pluralité d'acteurs, notamment sur des grands centres urbains, et il est toujours compliqué que ce soit nous qui soyons à l'origine de la mise en coordination et de la mise autour de la table de tous ces acteurs-là. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, alors je ne sais pas si on va vers une déconcentration ou décentralisation officielle de la politique de santé, mais en tout cas, techniquement, elle existe déjà. Parce que, pour ma part, alors, je suis un jeune engagé en mutualité, mais ça fait maintenant 6-7 ans que je travaille sur la question de l'accès aux soins des centres de santé, et on avait avant des collectivités locales qui nous regardaient avec des yeux de chien en disant mais ça m'a pas, c'est pas mon sujet, je ne m'y intéresse pas. Et là, sur les dernières années, elles viennent nous chercher en courant en disant venez avec nous, on a besoin de vous pour nous aider à construire. Donc je pense qu'il y a une bascule qui est en train de s'opérer sur ces éléments-là, et les collectivités, pour moi, c'est vraiment aujourd'hui l'acteur qui doit à la fois nous aider à réaliser le diagnostic des besoins au niveau territorial et qui va ensuite nous aider à mettre tous les autres acteurs autour de la table, et notamment l'ARS. Parce que j'aurais tendance à dire que l'ARS, si on n'en parle pas, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est pas notre premier partenaire. Parce qu'ils sont toujours très intéressés par ce qu'on fait, mais en même temps, les moyens qu'ils sont en capacité de déployer pour nous aider dans la concrétisation de ces projets restent quand même très limités. Alors, ils valident nos projets de santé, ils viennent contrôler la manière dont on les met en place. Quand il y a besoin, ils nous sollicitent sur des actions de prévention spécifiques, mais c'est pas nos partenaires quotidiens. Aujourd'hui, on travaille beaucoup plus avec ces collectivités locales. Le deuxième acteur, quand même, je pense aussi de la construction des réponses locales et sur lesquelles on a des synergies à créer parce que ça n'est pas suffisamment le cas aujourd'hui, c'est le secteur associatif.
Parce que, y compris dans les quartiers prioritaires politiques de la ville, heureusement, il y a encore un tissu associatif qui est très présent et qui, par rapport à ce que je disais dans ma première intervention, a peut-être plus contact avec les populations que nous, on va avoir du mal à capter dans notre centre que ce que nous, on est en capacité de faire. Donc, ils sont les partenaires avec lesquels on va avoir un vrai travail de médiation, j'aurais tendance à dire quasiment médiation médicale, médiation culturelle, pour faire en sorte que ces populations-là puissent rentrer dans un parcours de soins classique. Même si je partage le fait que par moment, il faut avoir des dispositifs spécifiques, je maintiens quand même qu'il faut que, en tout cas pour nous mutualistes, le combat, c'est le fait qu'on puisse faire venir ces gens-là vers le droit commun et qu'on réfléchisse à la meilleure méthode pour leur permettre de le faire. Dernière question qui est évoquée dans les débats, c'est la question des CPTS. Oh. C'est un beau projet, les CPTS. Après, avec nos 16 centres de santé aujourd'hui, il y a très peu d'endroits où les CPTS émergent. Alors, j'ai vu qu'y compris Jean-Claude Hérault du 0405 a posé la question sur les CPTS. Sur la concrétisation, nous, on a eu plein de contacts avec des gens qui voulaient monter des CPTS, mais l'arrivée dans la concrétisation et la mise en place, aujourd'hui, on en a peu sur nos territoires qui ont été réellement mis en place, avec une difficulté qui est que c'est surtout des initiatives prises par des libéraux, y compris parce qu'aujourd'hui, le fait de porter une CPTS pour un centre de santé, c'est plus que compliqué. Et cette organisation, cette prise d'initiative par les libéraux fait que assez régulièrement, nous, on a pu observer qu'on était un peu les oubliés du tour de table. C'est-à-dire que les libéraux voyaient parfois sur les territoires l'organisation de la CPTS comme étant un moyen de faire un peu ce que fait le centre de santé, mais à côté du centre de santé, sans le centre de santé. Et je trouve que là, c'est une erreur majeure parce qu'on rate un des objectifs de la CPTS, qui est vraiment la coordination à l'échelle d'un territoire, et que pour le coup, je pense que les centres de santé connaissent suffisamment bien la coordination pour apporter une compétence et apporter une plus-value. Après, il y a des projets qui commencent à se débloquer un peu, mais c'est quand même très professionnel dépendant. C'est-à-dire que ça dépend quel est du porteur. Et pour le coup, sur Manosque, on a eu des échanges lunaires avec un pharmacien qui voulait monter une CPTS, mais en gros, sa CPTS, c'était un Google Doc, et tout le monde allait se connecter sur Google pour faire de la coordination via les Google Docs. Et je pense que ça pose quand même la question du fait qu'aujourd'hui, la coordination est un métier. Et donc, c'est une vraie mission, et donc ça ne peut pas être géré par-dessus la jambe. Et je pense que la CPTS doit être peut-être le préfigurateur de quelque chose de plus structurant à l'échelle des territoires pour mieux coordonner les professionnels. Tout à fait. Alain, tu voulais réagir à ton tour? Oui, enfin, sur la question des CPTS et sur celle des ARS. Donc, où on est dans le en même temps. Puisque les ARS, c'est le bras armé du ministère de la Santé. On a vu pendant le Covid que les ARS étaient muettes parce qu'elles attendaient les instructions de Buzyn à l'époque, puis de son chef. Et donc on a eu, par rapport à ce qui se faisait sur le terrain, un retard, même si il y avait des réunions, enfin en tout cas pour l'Île-de-France, et c'est des gens qu'on connaît bien, les ARS, on a des relations très, très suivies, on avait des réunions hebdomadaires avec eux, mais à chaque question qui se posait, ben voilà, il n'y avait pas d'arbitrage, il n'y avait pas de décision, et donc c'était le terrain qui faisait le boulot dans le premier confinement. C'est plus tout à fait la même chose actuellement, hein. Ça a évolué, mais ça a pris. Donc, on a quelque chose qui est aujourd'hui un objet qui est un objet administratif, qui manque de professionnalisme. Enfin, voilà, on a plein de sujets sur les ARS. Alors, les CPTS, c'est autre chose. Les CPTS, c'est une idée qui est sortie un jour et qui devient une utopie mobilisatrice. Et quelqu'un a dit, tiens, puisque le système de santé français, il est partagé, enfin, c'est du libéral, 1927, et puis ça se bouge pas, c'est chacun pour soi. Donc, on va dire que c'est les professionnels qui vont se débrouiller, puisqu'on n'a pas pu, les propositions de Mitterrand en 80 qui disaient à faire des centres de santé partout, ça n'a pas marché beaucoup, puisque il y a eu un tollé des libéraux, donc on dit, les libéraux, débrouillez-vous. En gros, c'est un peu ça la règle du jeu. Moi, j'y croyais pas beaucoup au début, parce que je connaissais des gens qui ont promu le concept, mais le concept est devenu finalement une utopie mobilisatrice, et qui fonctionne aujourd'hui en termes d'utopie, et dans lequel les professionnels s'en saisissent. Alors après, la situation, elle est variable selon les territoires. Pour autant, dans ceux que je connais, ça fonctionne très très bien, y compris avec les centres de santé. Mais alors, il y a des conditions, que ce soit des professionnels des centres de santé qui soient à la manœuvre. Je vois alors on l'a peu dit, mais il y a beaucoup de centres de santé, notamment en Île-de-France, mais il y en a ailleurs,
qui sont des centres de santé municipaux, de collectivités territoriales, où là, la question de, je reviens sur le débat précédent, la question de l'interaction avec les collectivités territoriales elle est native, donc il n'y a pas de sujet, hein, donc on a là quelque chose qui est complètement inscrit dans le service public et pour en terminer avec ma digression, j'ai fait inscrire dans les statuts de la coopérative qu'on est inscrit dans le service public. Donc on a un sujet que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, on ne peut pas les évoquer tous, mais qui est devant nous aussi, de comment on est bien à la fois dans l'économie sociale et solidaire et dans le service public. Donc je pose la question, vous avez 3 ans pour y répondre, ou 10 peut-être. Et donc pour en terminer avec les CPTS, on voit, en tout cas là où on travaille dessus, à Richeron on y travaille bien sûr, vous l'imaginez bien, puisqu'on essaye d'explorer les sujets qui sont un peu disruptifs. La CPTS du 10e arrondissement, donc, qui est au stade, alors il y a plein de stades dans les CPTS très, très normés par l'assurance maladie, qui est au stade du dépôt. La lettre d'intention a été signée et les sous sont arrivés. Elle est constituée en association le 1901. Et elle a confié, Richeron était très à l'appui, vous devez l'imaginer, avec 2 MSP locales. Et donc le siège de les fonctions support de la CPTS seront assurées par le centre de santé. Et on a Nanterre, par exemple, c'est le centre de santé. Le président de la CPTS de la Courneuve, c'est le directeur du centre de santé, médecin directeur. Donc on voit que là où il y a une véritable implication des professionnels des centres de santé dans la politique locale, alors c'est plus facile quand c'est des communes, mais ça peut être le cas ailleurs, ça fonctionne bien et l'objet CPTS n'est plus une coquille vide, ce que moi je craignais au début, mais devient quelque chose de vivant. Alors jusqu'où ça ira ? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'un jour ces organisations vont dépérir ? Après une phase de croissance, on va s'apercevoir que le roi est nu, ou est-ce qu'elles vont se transformer et devenir être utiles aux patients, en gros, pour le faire simple, et pas seulement aux professionnels, un club d'échange où on mange des pizzas tièdes. Donc ça, c'est demain, et on va voir, en tout cas, on va essayer de s'y employer, puisque c'est là, et que l'assurance maladie met beaucoup de moyens, ce qui crée quelques motivations. Nadège, tu voulais rajouter un mot, je crois ? Oui, je veux bien répondre, je vais faire une réponse globale sur la dimension territoriale. Oui. Je trouve très intéressant qu'il ne faut pas oublier de penser l'implantation territoriale au regard parce qu'on parle beaucoup de la place locale, mais les élus locaux, en fait, n'ont pas de compétences légales sur l'organisation des soins de proximité. Peut-être que déjà, si on a ça comme background, comme élément de contexte, c'est assez intéressant. Et d'ailleurs, c'est finalement récent de raisonner en termes de territoire de santé. C'est l'ordonnance de 2003 qui commence à organiser ça. Et pour revenir sur ce qu'ont dit un petit peu les autres participants, c'est vrai qu'il y a, alors je vous allais dire, la sociologue est là pour raisonner en termes de tension, mais il y a vraiment une autre tension dans l'implantation territoriale, c'est vraiment la coexistence de 2 systèmes. Alors, un complètement recentralisé, la place des ARS extrêmement centralisatrice qui diffuse du national vers le local assez descendant, même s'il essaie de dire que ce n'est pas complètement le cas. Et en même temps, une dimension complètement déconcentrée, où là, la déconcentration, elle signifie sur le territoire qu'on va définir le territoire de santé localement avec les besoins des élus locaux. Et les CPTS s'inscrivent vraiment dans cette logique-là, cette logique de déconcentration où on va définir justement à la fois quel est le bon territoire, mais quel est-il ? C'est le bassin de vie, c'est le département, c'est la région, où s'arrête-t-il ? Est-ce que, en fonction de ce qui est à côté, finalement, cette personne âgée-là, elle est à la limite d'un département, elle ne peut pas être prise en charge ? Ça pose des questions un petit peu d'égalité des usagers, d'égalité d'accès aux soins. Donc, je trouve que ça, c'était important à être soulevé. Et j'avais un dernier point, mais là, il m'échappe, mais il va me revenir. Il m'échappe, désolée, j'ai perdu le fil. Ah oui, non, sur le dernier élément territorial, on parlait tout à l'heure des parties prenantes. C'était ça, comme j'ai pas pu, c'était sur les parties prenantes. On a parlé des ARS, mais il faut pas oublier, moi je vais aller à une dimension plus locale, la place des EHPAD, la place des aides-soignantes, de l'aide à domicile. Quand dans une structure, vous avez sur place des aides-soignantes qui peuvent passer échanger avec les infirmières, ça change complètement
la possibilité de prise en charge dans des territoires, notamment les territoires ruraux, où il n'y a pas forcément d'EHPAD à proximité. Donc, pour des logiques de maintien à domicile, parfois de centenaires, j'ai pu voir des structures où il y a vraiment une logique de maintien à domicile des centenaires avec des lits médicalisés. Donc, on peut vraiment avoir des stratégies locales de soins, mais ça nécessite vraiment d'avoir un ensemble de parties prenantes autour de la table qui est extrêmement large, plus large qu'on ne le pense habituellement. Et si je peux me permettre un dernier point, parce qu'on ne l'a pas posé, je ne sais pas s'il faut le poser, mais il ne faut pas oublier que les centres de santé évoluent dans un modèle historiquement quand même libéral et qu'on n'a pas abordé comme ça, mais ce monde libéral, allez, je lâche le mot, il y a quand même une hostilité d'une certaine manière à des modes de financement socialisés. On n'a pas parlé de tiers payants, mais on aurait pu. Il y a quand même des choses où il faut, je pense qu'il serait bon de ne pas se voiler la face complètement sur les enjeux aussi d'intégration, de non-intégration de certains acteurs à des débats qui mériteraient d'être posés plus largement. Bien sûr. Il nous reste 10 minutes. Il y a beaucoup de questions autour des modèles économiques, de l'immobilier, des investissements. Je ne sais pas ce que vous pouvez dire. Je crois que pour la plupart d'entre vous, vous avez répondu. Peut-être Nicolas, parce que Sophie a dit qu'elle était fortement soutenue par les collectivités locales. Alain, tu es dans un cas de figure, tu es venu en dire un mot, mais je voudrais bien aussi savoir comment Nicolas résout ces questions avec ses centres de santé, mais peut-être commencer par Alain en quelques minutes, puisqu'il ne nous en reste plus que 10. J'ai répondu sur les questions. Effectivement, aujourd'hui, le modèle économique où on devrait ex nihilo créer un centre de santé, on a Ramsay qui fait ça. Je ne sais pas si vous avez vu dans la presse. Ramsay, c'est un groupe de cliniques privées commerciales et qui observe que les centres de santé, c'est bien, ils ont raison. Que la littérature le dit et que ça attire les jeunes médecins et les jeunes professionnels. Donc ça, voilà, ça motive. On voit aujourd'hui des gens qui viennent avec d'autres logiques que les logiques soit publiques que sont les centres de santé, soit sociales et solidaires que sont les mutuelles, les SIC ou les associations. Donc on va voir. Mais moi, mon sentiment aujourd'hui, c'est que compte tenu des financements actuels des centres de santé qui sont ce qu'ils sont archaïques, qui sont dépassés, il faut les changer, je l'ai dit, je peux l'expliquer, je peux développer. Donc, c'est pas tenable d'avoir à la fois le fonctionnement, si on veut bien fonctionner et obtenir l'équilibre, ben, c'est pas facile. Ça demande des efforts. Il faut trouver des financements complémentaires pour des actions particulières sur des publics vulnérables. Voilà, ça coûte de l'argent. C'est des moyens humains à mettre en œuvre. Donc derrière, il y a un coût. Il y a des gens qui font les additions et qui nous disent là, j'aimerais bien le faire, mais je ne peux pas. Et si en plus on doit payer du foncier ou de l'immobilier, c'est strictement impossible. Donc aujourd'hui, les modèles qui pourraient fonctionner sont des modèles où déjà, ça c'est réglé. Pour Richerand, par exemple, l'hypothèse qu'on formule, c'est qu'on puisse fonctionner, on est dans Paris, vous imaginez bien le prix du foncier dans Paris, c'est 3000 mètres carrés, vous faites la multiplication. Donc si on peut se permettre d'avancer, c'est uniquement parce que le gestionnaire historique, en contrepartie du fait qu'on le débarrasse de son déficit structurel, qui était quand même important, parce que bon, c'était pas une gestion au cordeau, en contrepartie de ce qu'il va gagner, il a consenti à la SIC un bail amphithéotique à 1 euro symbolique et pendant 50 ans. Donc tout de suite, ça donne un peu d'air. En contrepartie, pour la SIC de faire des travaux, on en est quand même déjà à 4 millions d'euros. Donc voilà, ça tempère la générosité. Voilà, la générosité. Mais bon, pour l'instant, on tient de... Voilà, donc sur les questions du modèle économique et de l'immobilier, le mode de fonctionnement aujourd'hui ne peut pas être équilibré raisonnablement si on ne veut pas sacrifier quelque chose. Et donc, je vais le redire une fois de plus, il faut bouger le modèle économique. Alors, il y a Brigitte Dormont qui, dans un journal qui s'appelle Alternative économique, qu'on connaît bien ici, a écrit un superbe article où elle explique pourquoi il faut fusionner, elle ne le dit pas comme ça, mais en gros ça revient à ça, l'Ondam de ville et l'Ondam hospitalier, en gros arrêter de raisonner, de cloisonner et trouver des financements qui soient beaucoup plus malins et sans mettre la contrainte sur l'hôpital.
Brigitte Dormont, mais tout le monde connaît, mais je vais, voilà, DORMONT, et vous le trouverez, Alternative économique. Et elle rajoute centraliser cette enveloppe. Nicolas, vous aviez un mot à ajouter sur… Oui, je rejoins Alain sur le fait qu'aujourd'hui, on parlait tout à l'heure d'injonction paradoxale sur la rémunération, c'est la même chose sur ce qu'on demande aux centres de santé. C'est-à-dire qu'on demande aux centres de santé d'aller dans les quartiers où personne ne veut aller, de recruter les professionnels de santé là où ils ne veulent pas aller, de faire des centres qui soient performants, qui prennent en charge tous les publics et que ça coûte rien. Ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas marcher. Et je pense que ce qui change aussi dans les collectivités locales, c'est que maintenant, elles l'entendent ce discours-là. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas nous demander d'aller construire un centre de santé, ne pas nous accompagner et considérer que c'est à nous de le faire. Mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles ont pris cette conscience-là, pour l'instant en tout cas, alors peut-être qu'Alain me contredira, mais on n'a pas vu tomber des mesures d'accompagnement spécifiques qui font qu'aujourd'hui nos modèles sont complètement à l'équilibre et qu'on est riche à millions. Donc ça montre bien que derrière la prise de conscience, il y a quelque chose à modifier dans le système global. Et je pense qu'il y a peut-être un défi pour les centres de santé, c'est de ne pas se laisser enfermer dans le fait qu'on ne serait qu'une réponse à des problématiques sociales. C'est-à-dire que je pense que l'intérêt du centre de santé, c'est que ça répond aux besoins de santé des populations et de toutes les populations. Quelqu'un qui est CMUiste ou qui est à l'AME est pris en charge dans un centre de santé, mais quelqu'un qui est CSP+, et qui est cadre supérieur dans une entreprise est aussi pris en charge dans un centre de santé. Et peut-être que la plus belle réponse que nous, on apporte au principe d'égalité devant la santé, c'est que justement, on accompagne de la même manière un CMUiste qu'une CSP+. Mais sauf que ça veut dire que dans l'implantation des centres, et c'est important au niveau du modèle économique, c'est qu'il faut qu'on veille à la mixité des populations qui fréquentent le centre. C'est déjà très compliqué d'équilibrer un centre de santé. On ne peut pas équilibrer un centre de santé qui n'accueille que des publics ultra précaires, qui ont tous des besoins complètement liés. Donc cette mixité-là, et je crois que Sophie le disait tout à l'heure, elle aussi, à la mixité des populations, c'est extrêmement important parce que je pense que c'est le centre et je pense que c'est aussi ce qu'attendent nos professionnels de santé parce que c'est aussi très compliqué, c'est très lourd de prendre en charge des publics très, très précaires et donc il faut pouvoir faire cette mixité-là. Et donc ça passe, cette mixité pour nous, y compris par la qualité des plateaux techniques qu'on apporte. Donc une fois qu'on a résolu le problème des locaux, et ça c'est important, et là je pense que les collectivités locales, elles ont un rôle majeur à jouer, c'est-à-dire qu'elles doivent utiliser des locaux pour pouvoir les mettre à disposition des gestionnaires de centres. Le deuxième élément, c'est qu'on doit être accompagné à la hauteur nécessaire sur les investissements en plateaux techniques. On sait que les plateaux techniques, notamment, alors pas sur le médical, quoique, parce que sur certaines spécialités, quand il faut multiplier les échographes ou qu'il faut avoir des cabines pour les ORL, etc., ça peut se chiffrer rapidement lourd. Mais nous, notre modèle économique, il repose aussi sur la mixité des activités avec un plateau dentaire et un plateau dentaire de qualité, avec de l'omnipratique, de l'orthodontie, de l'implantologie, pour que, y compris les personnes qui en ont les moyens, trouvent une réponse dans notre établissement. Mais ces éléments-là, c'est un coût d'investissement qui est important. Et donc, le deuxième sujet sur le modèle économique des centres, c'est qu'il faut les soulager du portage des investissements. Et là, les pouvoirs publics, ils ont un rôle à jouer parce qu'en plus, on ne leur demande pas forcément du soutien par mode de subvention ad vitam aeternam, parce que par ailleurs, je pense que ça ne tient pas la route, y compris le jour où la collectivité change de couleur politique, la subvention s'arrête et on est les pieds dans le même sabot. Donc, il faut que ce soit plutôt sur l'investissement, mais il faut qu'on libère les énergies là-dessus. Et je pense que les ARS doivent aussi pouvoir accompagner plus fortement les plateaux techniques, parce qu'aujourd'hui, sur un centre de santé de 1000 mètres carrés, avoir 50 000 € d'accompagnement en investissement par l'ARS, je veux dire, ça tourne au ridicule, donc c'est pas le sujet. Et le dernier point, par rapport à ce que vous disiez sur la structure libérale aujourd'hui et l'approche extrêmement libérale, je pense que c'est un vrai sujet. Parce qu'on aura du mal à faire bouger les rémunérations tant qu'on aura cette espèce de mythe de la médecine libérale qui serait par ailleurs la garantie de l'indépendance de la prise en charge des patients. Enfin, je veux dire, on a suffisamment de centres de santé en France et suffisamment de médecins salariés, et les médecins aujourd'hui sont majoritairement salariés quand même dans notre pays, pour qu'on sorte du mythe qu'un médecin salarié n'a pas l'indépendance de prescrire et n'a pas la possibilité de travailler comme il l'entend. Et on a une vraie bascule culturelle à faire là-dessus. Je nourris quand même des espoirs sur l'arrivée de jeunes professionnels de santé, parce qu'on l'a vu sur plein d'aspects, notamment sur la question, par exemple, de la gynécologie et de l'approche un peu archaïque de la gynécologie par le Conseil de l'Ordre. On a heureusement des jeunes gynécologues qui envisagent de pratiquer la médecine un peu différemment de leurs aînés, et c'est plutôt un élément d'espoir. Du coup, Sophie, il vous reste 2 minutes pour conclure, puisqu'on s'arrête à 45, je crois. Oui, c'était juste effectivement pour rebondir sur cette notion de mixité de nos patientèles et qui nous permet aussi
de développer et de choisir nos priorités d'action. Nadège aussi, au tout début de son intervention, nous demandait qu'est-ce qui faisait qu'à un moment on développait plutôt tel axe ou tel autre axe. J'ai envie de dire, c'est aussi au regard des besoins des populations qu'on reçoit qu'on détermine effectivement nos actions prioritaires. Et juste pour réajuster un petit peu, le centre de santé de Belfort n'est pas fortement soutenu. 2019, c'est 90% d'autofinancement, 10% d'aide des collectivités, les 10% intégrant effectivement la partie immobilière. Enfin, voilà, je l'ai dit brièvement, on est quand même passé par une crise financière relativement importante et on a frôlé la fermeture il y a quelques années. Voilà, aujourd'hui, on s'en sort, mais effectivement, l'investissement pour nous n'est pas possible. Donc, voilà, on est comme tous les autres centres de santé, on est tout petit, hein, effectivement. Quand j'entends mes collègues parler, on est une goutte d'eau dans la mer. Mais effectivement, pour nous, les problèmes économiques se posent alors à notre échelle, mais de manière aussi prégnante. Bien, je crois qu'on est arrivé au terme. Je ne sais pas si chacun d'entre vous, on n'a pas encore été coupé par nos modérateurs, donc si vous avez un petit mot de conclusion à dire, très rapide, j'imagine que ça doit être possible. On commence peut-être par Nadège. Oui, moi je veux bien juste terminer sur 2 points qu'on n'a pas suffisamment abordés, mais on a fait déjà un tour très intéressant sur la dimension populationnelle et le fait qu'on a parlé des problématiques, mais peut-être qu'on aurait pu aussi relever davantage l'intérêt à pousser ce type de modèle et notamment cette dimension un peu populationnelle au-delà de la patientèle. On s'intéresse aussi à ce qui se passe sur un territoire et le fait de relier, je trouve que ça c'est extrêmement intéressant, davantage le sanitaire et le social, parce qu'on a tendance à opposer les deux en mettant d'un côté des problématiques où on met des assistants sociaux qui ne sont pas là pour résoudre, mais en fait peut-être qu'il y a des problèmes de santé, si on résout les problèmes de logement, on aura aussi des réponses. Donc je trouve que cet élément-là, voilà, je voulais terminer sur ces 2 points qui me semblent extrêmement intéressants et je partage totalement l'intérêt de la mixité sociale des patients qui permettra de sortir de représentation, là je le sociologise aussi, mais de représentation un petit peu archaïque à l'image du dispensaire qui soigne les pauvres malades, finalement, qui n'est plus vraiment conforme à la réalité aujourd'hui des pratiques et des institutions centres de santé. Nicolas, peut-être? Je partage complètement. Je pense que les centres de santé ne sont pas la seule solution à la crise de la médecine de premier recours, mais pour autant, les centres de santé sont une solution importante à cette problématique-là. Et il serait peut-être temps quand même que les pouvoirs publics en prennent conscience et qu'on ait enfin une approche qui soit plurielle dans les politiques de santé publique et de médecine de premier recours dans les territoires. Il n'y a pas que l'hôpital et le libéral, il y a tout un secteur au milieu qui aujourd'hui travaille beaucoup et se développe. Et il a besoin d'être à la fois reconnu sur ses spécificités et appuyé sur les missions qui sont aujourd'hui les siennes. Mais je pense que la prise de conscience est en marche. À nous de continuer à faire la démonstration au quotidien dans les territoires de l'intérêt qu'on a pour l'accès aux soins des populations. Alain, tu es fini? Non, tu coupes ton micro là. Coupé, on va. Oui, alors peut-être un petit. Je rebondis sur la dernière question sur l'ESS, n'est pas seulement une économie de la réparation. Oui, ce qui m'intéresse, moi, c'est il y a plein de trucs qui m'intéressent, vous l'avez un peu compris, mais dans le cadre de ce débat, c'est de réfléchir à ça sert à quoi l'ESS dans notre sujet. Et il me semble qu'on a du potentiel. On n'a pas. Alors, il ne faut pas écouter les gens qui ne jurent que par l'ESS, qui disent que l'ESS est l'alpha et l'oméga de tout, et avec d'autant plus de vigueur qu'ils ne sont pas forcément convaincus complètement. Bon, j'ai découvert ce discours, mais derrière le discours, il y a des choses. Il n'y a pas tout ce qu'ils promettent, il n'y a pas tout ce qu'ils pensent, mais je pense que ça mérite vraiment d'être travaillé à côté du service public et en lien avec le service public. L'ESS n'est pas un objet en soi. C'est le patient, c'est la santé du patient et ça peut y répondre. Voilà, pas plus que les professionnels ne sont, ou les fameuses CPTS centrées sur les professionnels. Voilà, on sorte de cette logique centrée sur les types de réponses économiques, organisationnelles ou les types de professionnels pour qu'on aille vraiment sur qu'on se décentre. Bien, je vous remercie. J'espère que nos auditeurs ont été convaincus. Je crois que ça reste en replay, donc si d'autres veulent
le relire ou le revoir, ce sera toujours possible. Merci à vous tous et puis à bientôt. Merci à tous, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.